pour tout personne si maintenant je vais répondre après. Ça marche. Bonsoir à tous, merci d'être là. Je suis ravi de voir qu'il y a de plus en plus de nouvelles têtes, de plus en plus d'affluence aussi au juggle. C'est depuis l'année passée, ça continue à augmenter et puis je suis content de savoir que le juggle plaît, que les gens reviennent et puis qu'on commence à créer une communauté. On commence à être un peu à l'étroit dans ce bureau, comme vous pouvez le voir. Par chance, nous autres collègues d'Octo aussi, on commence à être un petit peu serrés. Donc normalement, cette année, on devrait déménager, le juggle avec, et on aura un peu plus d'espace pour ces présentations. Bonsoir. C'est aussi ce qui fait le charme du juggle. C'est le fait qu'on soit un petit peu, on va dire, serré ce soir. Ça crée quelque chose de plus intime, donc n'hésitez pas à interrompre le speaker. Le but du juggle, c'est que ce soit un échange plus qu'une présentation. Donc, vous attendez à la fin de la présentation avant de m'interrompre. Voilà. Dans les choses plus concrètes, maintenant le juggle, c'est tous les seconds mercredis du mois. C'est plus jeudi, ça a changé, donc ça va être constant pendant toute l'année. Les sessions sont enregistrées, on a une page YouTube, je ne manquerai pas de mettre le lien sur la page Meetup. Et je crois que j'ai fait le tour des choses. Donc Freddy, merci d'être là ce soir. Et puis je te laisse débuter. Très bien. Merci à toi Jérémy pour l'invitation. Merci à Octo d'accueillir cette session. Donc j'espère que personne n'est venu pour avoir une présentation de SonarCube, SonarLint ou de SonarClap, parce qu'il n'y aura pas de présentation produit. C'est vraiment une session, comme je l'indiquais dans la description de cette session, description de la manière de développer un analyseur statique de code. Donc mes ambitions à la fin de cette session, c'est que vous amenez à éventuellement revoir la manière dont actuellement vous voyez un analyseur statique de code. Vous dites peut-être un analyseur statique de code, c'est quelque chose comme checkstyle, on peut détecter certaines choses, mais la puissance est vite limitée. Donc j'espère qu'à la fin de cette présentation, vous aurez un autre avis et je vous amènerai à penser que via de l'analyse statique de code, on est capable de faire des choses beaucoup plus puissantes, avancées. Il va y avoir trois parties dans cette présentation. Une partie vraiment sur l'analyse statique de code, c'est la principale. Ensuite, une petite section quand même sur la méthodologie qu'on pousse chez nous pour remédier la qualité du code, donc indépendamment du produit que vous utilisez. Et puis, dans une troisième partie, on s'amusera un petit peu à faire un quiz en ligne. Donc, préparez-vous à utiliser votre téléphone, pour ceux qui ont un téléphone, activez la data. Je vous demanderai de vous connecter sur un site, il y aura juste à saisir un nombre. On a fait le test avec Jérémy avant, et puis il y aura un petit quiz auquel on s'amusera de répondre collectivement. Donc, en avant pour cette présentation, tout d'abord pour me présenter, donc Freddy Mallet, je suis un des cofondateurs de SonarSource. SonarSource qui est une société suisse basée à Genève. On est 65 collaborateurs, SonarSourceurs, chez SonarSource. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas, je vais pas en parler totalement en abstraction, parce qu'en fait, chez SonarSource, c'est moi qui ai développé le premier analyseur pour le langage COBOL, et j'en suis fier. Donc c'est des techniques que j'ai moi-même pu mettre en œuvre. Bon, je mentionne, je cours le marathon en 4h05. Pour ceux qui courent un marathon, vous savez qu'il n'y a pas de quoi en être fier. Ceci dit, je le mentionne quand même parce que pour moi, courir un marathon en 4h05, en gros, tout le monde peut le faire. C'est juste une histoire d'organisation, de planification, de rigueur, soutenir l'effort sur plusieurs mois. Et pour moi, c'est assez représentatif de ce qu'on a fait chez SonarSource. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément des génies, on n'a pas de talent particulier. Dinesh, qui est avec moi aujourd'hui, pourra en témoigner.
Par contre, on a tendance à rien lâcher, à se donner les moyens de faire les choses, et c'est pour ça que je mentionne que je cours le marathon en 4h05, même s'il n'y a vraiment rien d'extraordinaire à faire ça. Pour revenir sur l'analyse statique de code, donc avant de parler de comment, je vais juste vous montrer quand même le type de problème qu'on est désormais capable de détecter avec un analyseur statique de code. Donc là, c'est avec notre analyseur Java, qui est en l'occurrence open source. Donc là, on a une méthode qui prend en entrée 3 paramètres, Jérémy, Cyril, qui depuis n'est plus Octo, je l'ai appris ce soir, et Philippe, qui est toujours Octo. Et puis, j'ai une variable booléenne, la expectation, qui prend la valeur Jérémy supérieur à Cyril et Cyril égale Philippe. Et puis ensuite, comment? D'accord, parfait. J'avais pas essayé d'avoir quelque chose de pertinent à ce niveau-là, mais si tu me confirmes que c'est le cas, c'est très bien. Je profite qu'il soit là pour chercher. Et puis là, il y a Sonarlint qui me dit, mais je pense qu'il y a un problème ici, parce qu'en fait, cette condition, cette sous-condition, elle est toujours vraie, quels que soient les chemins d'exécution. Alors ici, bon, c'est assez simple, il n'y a pas beaucoup de branches, mais même s'il y avait énormément de branches, ça me le détecterait. Donc, quelque chose, en effet, semble dysfonctionner. Et en effet, par définition, si Jérémy est supérieur à Cyril et que Cyril égale Philippe, on a obligatoirement Jérémy qui est supérieur à Philippe, donc il y a peut-être une coquille quelque part, et bon, admettons que ce soit ça. L'intention du développeur était d'écrire ça, je le corrige, et puis à la volée, le problème disparaît. Donc c'est le genre de problème qualité qu'on a envie de pouvoir détecter via de l'analyse statique de code et qui nécessite de parcourir le flux d'exécution, d'interpréter à minima le code qui est disponible. Un autre exemple, c'est des référencements de null pointer. Donc, bon, de nouveau, le code qui est écrit, il n'est pas forcément très représentatif, mais ici, j'ai une fonction, search for animal ID. Ce que je commence par faire, c'est appeler une méthode trim. Ne me demandez pas pourquoi. À l'intérieur de cette méthode trim, si animal is empty, on retourne nul, autrement on retourne trim. Donc en fait, on apprend que un résultat possible de cette méthode trim, c'est la valeur nulle. Et donc ici, on est capable de détecter que potentiellement l'exception null pointer va être lancée. Et de nouveau, bon, admettons que c'était une erreur, je corrige et l'erreur disparaît à la volée. Donc là, ça nécessite de faire de l'analyse cross-procédurale pour savoir quelles sont toutes les options possibles qui peuvent être retournées par la deuxième méthode. Donc c'est le genre également d'issue qu'on doit être capable de détecter. Je crois que je vais pas aller. Oui, je vous en prie. Est-ce qu'on peut assumer que tous les paramètres sont non nuls, donc animal lui-même, le paramètre string, il pourrait être nul. Quelqu'un peut appeler search for animal ID avec nul. Alors, est-ce qu'on peut, excuse-moi. Est-ce qu'on peut assumer que animal n'est jamais nul lui-même, le paramètre de la méthode? On peut appeler. Donc par exemple, si on avait une annotation qui disait que animal, par définition, n'est pas nul, si on apprend cette contrainte en entrant dans cette méthode, ensuite, on s'attendrait à ce que l'analyseur de code détecte éventuellement du dead code en disant mais ça peut jamais se produire, quoi. Donc en effet, basé sur des annotations, on est également capable d'apprendre quelque chose. Sauf que quand il n'y a pas d'annotation, on postule que le champ des possibles est important, donc l'animal peut être nul. Mais là, par défaut, le paramètre qui est passé à search for animal ID, on part du principe qu'il ne sera pas nul.
Et on supporte les annotations de package. Là, Donc je parle bien du paramètre qui est passé plus haut. ah oui, parce que, pardon, d'accord. Passé, ouais. Ok. Ouais, Donc ma réponse n'était pas appropriée. Ok. Ici, en effet, ta question c'est mais pourquoi on ne détecte pas qu'il peut y avoir un déréférencement de null pointer sur Animal, puisqu'on ne sait pas on ne sait rien sur Animal. Ok. Et là, en effet, si on a une annotation qui nous dit explicitement que l'animal peut être nul, on va détecter. À l'inverse, parce que ça c'est une discussion qu'on a eue en interne, à l'inverse, si on fait l'hypothèse que animal et que par définition tout type de paramètre peut être nul, le problème c'est le nombre de faux positifs qui va être généré, il peut être relativement conséquent. Donc à partir de là, c'est un choix entre avoir des résultats qui sont extrêmement exhaustifs, mais un bruit qui doit être filtré par les développeurs, ou quelque chose de beaucoup plus précis, en fait, quitte à laisser passer ce qu'on appelle des faux négatifs. Ouais. Désolé, ma première réponse n'était pas du tout appropriée. Ok. Donc là, si on revient sur la présentation, quand on parle d'analyse statique de code, on est en train de parler d'analyser du code sans l'exécuter. Jusqu'ici, je pense qu'on peut être tous d'accord et que j'enfonce une porte ouverte. C'est juste un moyen pour une finalité, donc un moyen pour détecter principalement trois types de problèmes. Des problèmes de maintenabilité, ce qu'on appelle des code smells, donc des choses qui ne devraient pas impacter le fonctionnement de l'application en production. Donc ça va être du code dupliqué, du code trop complexe, du code non couvert par les tests unitaires, même si les tests unitaires c'est un peu à part. Soit des bugs, donc ce qu'on a vu là, des déréférencements de null pointer, des conditions toujours vraies fausses, quels que soient les chemins d'exécution, des fuites mémoire, des fuites de connexion JDBC, etc. Soit même des vulnérabilités, donc là ça va être des risques d'injection SQL, LDAP, passe traversal, etc. Et donc avec l'analyse statique, on doit être capable de détecter ces trois types de problèmes. Actuellement, pour détecter ces trois types de problèmes, généralement on utilise des outils différents. C'est-à-dire que par exemple Checkmarx, je ne sais pas s'il y a des utilisateurs Checkmarx ici, principalement utilisé pour la partie vulnérabilité, Findbuzz, comme son nom l'indique, pour la partie détection de bugs, JSLint, on va plus être sur la détection de code smell, etc. Et chez nous, à SonarSource, dès le départ, la volonté, c'était de dire on va essayer de construire un outillage qui permet de détecter ces trois types de problèmes sur tous les langages mainstream. Donc ça fait partie des langages qu'on couvre. Quand on a démarré le développement de SonarCube, au départ, on s'appuyait sur des analyseurs existants. Donc si on prend l'exemple de Java, les analyseurs connus, c'est Checkstyle, PMD, Findbugs. Donc on s'appuyait sur ces trois analyseurs-là, on les intégrait, ce qui n'est pas sans poser des problèmes, c'est-à-dire que typiquement quand on est passé à Java 7, en l'occurrence c'est peut-être bien toi, Dinesh, qui a proposé les patchs pour faire en sorte que Checkstyle et PMD supportent la syntaxe Java 7. En termes de description des règles, c'était extrêmement hétérogène. Et évidemment également en termes d'overlap d'un moteur d'analyse à l'autre, il y avait énormément d'intersections. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, mais le temps est venu, ça fait partie de notre cœur de métier, de développer nos propres analyseurs. Et développer nos propres analyseurs, nos propres moteurs de règles, ça nécessite de développer ce qu'on appelle un front-end d'un compilateur, donc ce qui prend en entrée une chaîne de caractères et qui donne une représentation intermédiaire, donc on va appeler ça un arbre AST. Et donc, comment est-ce qu'on passe d'une chaîne de caractères à un arbre AST qui contient toutes les informations sémantiques, et comment à partir de cet arbre AST, on est capable de parcourir le flux d'exécution. Donc c'est les problématiques qui sont posées à nous. Comme le disait Jérémy, si vous avez des questions, des interrogations, tout ça, n'hésitez pas.
Donc, écrivons un analyseur de code. Un analyseur de code, la première étape, c'est faire ce qu'on appelle de l'analyse lexicale. Donc, l'analyse lexicale, si on prend l'exemple d'une phrase en anglais, ça va simplement consister à créer une liste de tokens. Donc ici, only, two things, or infinite, etc., etc., etc. Ok? Donc jusqu'ici, c'est assez simple. Ensuite, quand on fait cette analyse lexicale, durant cette étape, on peut commencer à typer certains tokens. On sait que par définition, ici c'est un verbe, ici c'est un article, donc on commence à typer les tokens. Si on prend l'exemple d'une classe, d'une définition d'une classe en Java, donc là quelque chose de simple, bah de nouveau, on va découper, donc classe A, on ouvre l'accolade, int, b, point virgule, etc. Donc ça c'est notre liste de tokens. Et puis, dans tous les langages, il y a des mots-clés réservés, donc on est capable de typer les tokens avec ça. Et puis il y a également des ponctuateurs, comment on dit en français? Ouais, les ponctuations. Sur l'analyse lexicale, je suppose que là tout le monde suit, parce qu'en plus on se dit qu'avec des expressions régulières, ça doit être jouable de faire ce découpage. Tout le monde est avec moi? Ensuite, l'idée c'est de transformer cette liste en un arbre. Et pour ça, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle une grammaire BNF. Donc en fait, on va décrire les règles de construction de cet arbre. Donc là, j'ai fait une BNF qui est extrêmement simple, uniquement pour pouvoir transformer cette liste de tokens en un arbre. Et ici, ce que je dis, c'est que une déclaration de classe, c'est quoi? Je m'attends à avoir le mot-clé classe, ensuite je m'attends à avoir un identifiant, quelle que soit la valeur d'identifiant, et puis ensuite je m'attends à avoir le corps de ma classe. Ok, mais c'est quoi le corps de ma classe? Le corps de ma classe, je m'attends à ce que ça démarre par une accolade ouvrante, je m'attends à avoir une déclaration de champ, c'est quoi? On verra plus tard, et je ferme l'accolade. Déclaration de champ, c'est quoi? Je m'attends à avoir un type, un identifiant, point virgule, et puis un type c'est quoi? Là il y a une coquille parce que si vraiment ça représente ça, ici je dois avoir le mot-clé int pour mon type. Donc je décris cette BNF, et cette BNF, je suppose que vous connaissez l'outil Anteler par exemple. Qui connaît l'outil Anteler? Ok. Moins de la moitié des gens. Donc l'outil Anteler, c'est un outil justement qui prend en entrée une grammaire et qui à partir de cette grammaire-là vous génère automatiquement un parseur. Donc c'est extrêmement simple, d'autant plus que les grammaires qui sont disponibles sur l'étagère couvrent quasiment tous les langages. Donc Anteler en l'occurrence c'est une librairie Java. Chez nous, on a réécrit notre propre parseur qui prend en entrée justement une grammaire BNF, uniquement parce qu'avec Anteler, quand on écrit sa grammaire ou qu'on modifie sa grammaire, ensuite la génération du parseur c'est vraiment de la génération de code source. Donc on doit générer le code source, on doit recompiler, et donc c'est pas forcément approprié pour du test-driven development. Alors qu'avec le framework que nous on a développé, il n'y a aucune génération de code source et on est capable comme ça de développer et d'ajuster le comportement de la grammaire en faisant du TDD. Jusqu'ici, tout le monde suit. Ok. Donc, comme je disais, on prend la liste des tokens, on prend la grammaire et on obtient à la fin ce qu'on appelle un arbre AST. Donc là, en l'occurrence, dans le cadre de notre petit exemple, l'arbre AST, il va avoir cette forme-là.
un nœud parent qui est une déclaration de classe avec un token qui est classe, l'identifiant qui a la valeur A en l'occurrence, la définition du corps de la classe, et puis on trouve toute la structure. On est d'accord qu'on ne peut pas analyser du code qui ne compile pas, du coup. Alors, ok, bonne question. En effet, si avec cette approche-là, si par exemple, j'enlève le point virgule, je parse le code, ça va me dire, parse error, telle ligne, j'ai pas pu aller plus loin. Alors c'est pour ça que je pense même que dans des outils comme Anteller, il y a des mécanismes de recovery qui permettent par exemple, je sais pas si on chaîne deux déclarations statement, le parseur va pouvoir ignorer ce qu'il n'a pas pu reconnaître, et puis sur la deuxième déclaration, excuse-moi d'un champ, il va retomber sur ses pieds. Mais c'est vrai que out of the box, ces mécanismes de recovery ne sont pas en place. Donc dès qu'il y a une erreur, ouais. C'est pour ça d'ailleurs que les parseurs qui sont intégrés aux IDE, c'est un des critères importants, parce que la plupart du temps dans votre IDE, le code ne respecte pas les règles. Il y a quelque chose qui n'est pas complet. Donc toute la force d'un parseur dans un IDE, c'est d'être capable de s'adapter à des bouts de code qui sont incomplets. Donc, ok, je sais plus pourquoi. Ah oui. Donc une fois que vous avez cette analyse syntaxique, vous êtes capable de commencer à écrire des règles. Donc par exemple, il y a une règle qui vous dites, ben voilà, quand on définit un type, j'ai envie que j'ai une convention de nommage sur les types, et rien qu'à partir de cet arbre AST, vous êtes capable d'aller choper tous les identifiants et de vérifier qu'en fait ces conventions de nommage sont bien respectées. Sauf que vous arrivez vite aux limites, parce que si on prend cet exemple-là, avec cet arbre AST, vous êtes dans l'incapacité de savoir ce B et ce B, à quoi ça correspond. Est-ce que ce B il correspond à ça? Est-ce que ce B il correspond à ça? Alors vous, visuellement, et puis vous êtes des développeurs Java, vous savez, mais l'arbre AST ne vous donne pas cette information. Donc là, c'est pour ça que la troisième étape, donc après l'analyse lexicale, l'analyse syntaxique, la troisième étape, c'est l'analyse sémantique. Et l'analyse sémantique, c'est donner du lien entre les informations, en gros, on va dire, entre les différents nœuds. Donc là, si on repart sur l'exemple de notre phrase en anglais, on a envie de pouvoir lier two things et the universe and human stupidity. Pareil, on fait le lien, nous, humains, mais comment la machine va réussir à faire le lien. De la même manière qu'on veut pouvoir lier universe and the former et I et Albert Einstein. Donc, en gros, on a envie de répondre à cette question qui est, mais ce B, à quoi il correspond? Il correspond au champ de la classe, et ce B-là, il correspond au paramètre qui est donné en entrée du constructeur. Donc là, petit quiz, parce que en gros, quand on fait l'analyse sémantique, ce qu'on doit implémenter, c'est toutes les règles sémantiques qui viennent avec le langage. Et ces règles-là, on ne les invente pas, ils sont donnés par la société ou l'organisme qui est derrière le langage. Donc, prenons un exemple, pour savoir si vous connaissez ces règles-là. Vous avez une interface F1 qui est vide, qui est définie, une interface F2. Ensuite, vous créez une classe A avec le type générique T qui étend l'interface F1 et l'interface F2. OK? Ensuite, vous définissez deux fonctions. Une fonction qui prend en paramètre la classe, un objet de type F1, et une autre qui prend un objet dont le type est le type générique T. Okay.
Ici, la seule différence, c'est que j'intervertis F1 et F2. Dans un cas, le code compile, dans l'autre cas, le code ne compile pas. La question est pourquoi? Je vous laisse 10 secondes. Parce que les deux fonctions on ne peut pas les distinguer au niveau du bytecode dans l'autre cas, avec F1 et F2. Parce qu'après, erasure T devient F1, et puis c'est la même définition deux fois. Donc en effet, quand on génère le bytecode, par définition, dans le bytecode, il n'y a plus de type générique. Donc, T, il faut bien le transformer en quelque chose. Si là, on n'avait pas cette partie extend F1 et F2, le type de T, ça serait quoi dans le bytecode? Object. Et là, object, tout se passerait bien. À partir du moment où on étend des interfaces, le type qu'on va retrouver dans le bytecode, comme tu le disais, ça va être le type de la première interface qu'on étend. Et là, en l'occurrence, ça va être le type F2. Donc ce code va compiler, alors que ce code-là ne va pas compiler. Parce qu'en fait, au niveau du bytecode, on va se retrouver avec deux signatures de fonctions qui sont identiques. Et en fait, quand on fait un analyseur sémantique, ben, c'est le type de règle qu'on doit implémenter. Alors je le mentionne parce que justement, l'équipe en charge de faire l'analyseur Java s'est tiré un peu les cheveux, et ils ont rencontré ce problème-là, et ben, ils ont dû lire les specs Java pour prendre connaissance exactement de toutes les règles sémantiques. Oui. En Java, on part comme un bytecode de la signature de la classe, en fait, sauf que celle qui est génétique, en fait, il vient en fait de la partie. Dans le bytecode, il n'y a pas de notion de... On ne retrouve pas les types génériques. Alors, le projet valeur, je peux commencer ça, qui va peut-être changer. Et qui va peut-être amener... Ouais. Oui, ce que je voulais dire, c'est que autant l'analyse syntaxique, il y a des outils clés en main, et puis on peut attaquer ça juste de manière déclarative en donnant une grammaire en entrée, autant l'analyse sémantique, bah là on est obligé d'écrire son propre moteur sémantique. Il n'y a pas d'outils clés en main ou de méthodologie clé en main pour faire ça. Donc, une fois qu'on a fait l'analyse sémantique, on a notre arbre AST, et puis on a des informations qui lient nos différents nœuds. Donc, on va dire que c'est un peu équivalent à avoir une carte. Donc là, c'est la carte de Lausanne. Et puis, sur cette carte-là, ben, on a toutes les informations sur les rues, est-ce que les rues sont en sens unique, les limitations de vitesse, etc. Et donc, on est déjà capable de faire des choses. On est capable déjà de requêter, d'utiliser cette carte bah, de nouveau pour aller vérifier éventuellement des conventions de nommage, vérifier qu'on n'a aucune rue avec des sens uniques des deux côtés, et donc ça serait du dead code, etc. Seulement, on aimerait aller plus loin. Par exemple, on aimerait pouvoir requêter cette carte pour avoir une information. Par exemple, est-ce qu'il est possible, depuis n'importe quel point de la carte, d'aller à un autre point de la carte en 30 minutes? Est-ce que il y a des zones mortes dans cette carte? C'est-à-dire que toute une zone ici qui fait que, au vu des sens uniques, ben, c'est pas possible de rentrer dedans. Et ça, pour pouvoir répondre à ces questions-là, ben, ça demande de parcourir le champ des possibles, en fait. Et c'est ce qu'on appelle l'exécution symbolique, donc l'interprétation abstraite, c'est une manière de le dire. Et c'est ce qui permet de détecter des bugs avancés, donc de parcourir les flux d'exécution pour détecter les problèmes dont j'ai donné des exemples en début de présentation.
Alors de manière hyper verbeuse, on dit qu'on fait du contexte transitif, path transitif, data flow analysis. Donc c'est pour ça qu'on préfère dire on fait de l'exécution symbolique, c'est un petit peu plus court. Donc l'exécution symbolique, ça consiste en quoi? Si on prend cet exemple-là, on instancie un nouvel objet. Si A, donc si A en l'occurrence ici est vrai, myObject devient nul. Et puis quelques lignes plus loin, si on n'a pas, on fait quelque chose. Dans le cas contraire, on appelle la méthode toString sur myObject. Et de nouveau, pour nous là c'est facile de comprendre qu'il va y avoir un déréférencement de null pointer. Et la question c'est comment faire en sorte qu'un analyseur statique puisse détecter ça. C'est le challenge. Donc, quand on fait de l'exécution symbolique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, donc on va bien exécuter de manière symbolique tous les chemins d'exécution, et à chaque fois qu'on peut apprendre quelque chose, on va stocker une contrainte. Donc là, par exemple, on va démarrer l'exécution symbolique, et puis la seule chose qu'on va apprendre ici, c'est que myObject ici ne peut pas être nul. Donc myObject peut contenir tout ce qu'on veut, mais on ne connaît pas par exemple la valeur de son hash, la valeur du hash, mais on sait que myObject n'est pas nul. Donc là, on continue l'exploration, et puis là, vu qu'il y a une branche, nous aussi, symboliquement, on va aller parcourir ces deux chemins possibles. Dans un cas, si A est faux, on sait que ça ne va pas être exécuté, donc myObject, la contrainte, on sait toujours que c'est différent de nul. A l'inverse, si A est vrai, donc là c'est une nouvelle contrainte qu'on apprend, myObject ici devient nul. Je suis toujours là. Donc là maintenant on zoome un petit peu sur la phase suivante. On a désormais deux états, et de nouveau on va éclater. Donc ici si A est faux, la condition va être vraie, on va rentrer puis on va continuer à étudier. Et si A est faux, par définition, on ne va pas rentrer ici, donc on sait que ce chemin-là, on n'a pas besoin de l'explorer. A l'inverse, si on part du deuxième état, si A est vrai, on sait qu'on ne rentre pas dans cette branche, et puis, à l'inverse, on va rentrer dans la deuxième branche. Quand on rentre dans cette deuxième branche, on sait que myObject est nul, et puis on va arriver sur la détection du déréférencement de null pointer. Et on fait tout ça en partant de l'arbre AST. Ça va, pas trop verbeux. Pour des classes avec beaucoup de code, avec une complexité cyclomatique très grande, vous devez stopper l'exécution de l'exécution symbolique ou... Donc à chaque fois, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va faire une super transition comme ça sur le prochain slide. Donc merci beaucoup. En effet, avec cette approche-là, on s'expose à une explosion combinatoire parce que typiquement, ici on chaîne trois simples if-else et rien qu'en faisant ça, on se retrouve à devoir évaluer 8 chemins possibles. Je vais tenter la même chose. Ouais. Pour le prochain slide. Attends. Je termine juste là. Et puis tu tentes le pari là pour le prochain. Et donc en effet, en raison de ça, on a une limite, je crois, qui est actuellement à l'intérieur d'une méthode à 20 000 programmes state différents qui sont explorés. Et si vraiment on arrive à ces 20 000, on a un mécanisme de rupture et on s'arrête là. Ceci étant, quand on a développé
ce support pour l'exécution symbolique, on a eu une augmentation des temps d'analyse de, entre guillemets, seulement 15%. Donc on n'a pas changé d'ordre de magnitude en activant l'exécution symbolique. Mais on a bien ces mécanismes de rupture qui sont... Alors attends, ce que je te propose... En fait, là, bon, on voit l'augmentation de la complexité, mais on s'est focalisé sur une seule chose, c'est le loop pointer exceptionnel. Ouais. Donc après, j'imagine qu'il y a une liste de choses qu'il faut vérifier et repasser dans la moulinette. Donc c'est une très bonne question, même si ce n'est pas le prochain slide. Mais néanmoins, donc là, c'est sur les types de contraintes qu'on est capable d'apprendre. Donc là, c'était uniquement la contrainte de nullabilité. Alors oui et non, parce qu'en fait ici, il y a une autre contrainte qu'on apprend, c'est sur les variables booléennes, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Une autre contrainte, c'est par exemple sur une connexion JDBC, est-ce qu'elle est ouverte ou est-ce qu'elle est fermée? Un fichier, est-ce qu'il est ouvert, est-ce qu'il est fermé? Et donc, sur une valeur littérale, une chaîne de caractères, on peut très bien stocker la valeur de la chaîne de caractères. Une valeur entière, pareil, on va stocker la valeur entière. On est aussi capable de stocker des relations entre contraintes. Donc, dans l'exemple que je donnais en début de présentation, il y avait si Jérémy est plus fort que Philippe, on va stocker, on a deux symboles, Jérémy et Philippe, et on va stocker l'information que Jérémy est plus fort que Philippe, quelles que soient les valeurs qu'il y a derrière. Donc en effet, il y a différents types de contraintes comme ça, et plus on est capable de gérer deux types de contraintes, plus le moteur est puissant. C'est le catalogue de contraintes. Exact. Exact. Et est-ce que cette exécution symbolique, tu l'as fait que sur la méthode ou bien c'est sur l'application totale? Donc là, c'est pas le prochain slide, mais c'est l'autre d'après là. Parfait. Donc j'y arrive. Ouais, ok. Une autre limite, c'est dans le cas présent, vous pouvez vérifier par vous-même si vous voulez, mais cette expression ici, elle est toujours fausse à partir du moment où cette expression est vraie. Et on pourrait s'attendre à ce que le moteur soit également capable de dire non mais là, pouf, tu as un problème sur l'ensemble de cette expression arithmétique parce que elle est toujours fausse. Et là, ça nécessiterait d'utiliser ce qu'on appelle des moteurs SMT qui permettent de vérifier qu'une expression, elle est toujours vraie, toujours fausse. Et typiquement, actuellement, on n'est pas capable de faire ça. Ah, non, c'est pas encore ce slide-là. Une autre difficulté quand on met en œuvre ce type de technique, c'est au bout d'un moment, on est capable de détecter des problèmes avancés, mais encore faut-il fournir l'information à l'utilisateur pour pouvoir lui permettre de rejouer par lui-même ce qui s'est passé. Donc, on a également développé la techno pour permettre en effet aux développeurs de rejouer ce qui s'est passé. Donc, en l'occurrence, ici, on dit MD par définition, on apprend qu'il est nul. Ici, si l'exception no such algorithm exception est lancée, on arrive ici dans ce catch-là, et par définition, à la fin, on obtient un déréférencement de null pointer. Donc, c'est également un challenge de pouvoir rejouer ce qui a été détecté. Et on arrive à la question sur tout ce dont j'ai parlé pour l'instant, c'était limité au corps d'une méthode. Et comment faire en sorte pour détecter des problèmes qui impliquent plusieurs appels de méthode et donc qui nécessitent de faire de l'analyse interprocédurale. Et là, ça nécessite d'étendre le moteur d'exécution symbolique. C'est-à-dire que quand on analyse une méthode, ce qu'on enregistre pour cette méthode, c'est ce qu'on appelle un method behavior. Donc là, typiquement, on analyse cette méthode et ce qu'on retient, c'est que quand A est vrai, on sait que ça retourne nul. Quand A est faux,
ça retourne quelque chose sur lequel il y a une contrainte de non-nullabilité. Donc, on construit ces méthodes behavior, on les stocke, et puis plus tard, quand on rencontre cet appel de méthode, ben, on est capable de réutiliser ces méthodes behavior, donc sans avoir à réanalyser ici la méthode foo pour comprendre ce qui se passe. Mais là, ça marche parce que la méthode, elle est pure. S'il y avait des side effects. Alors, ouais, ok. Là, la méthode, elle est pure. Donc, en programmation fonctionnelle, en effet, là c'est parfait. D'ailleurs, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Mais quid de... ici, on utilise un champ d'une classe. Donc, il se peut qu'on loupe une information. C'est-à-dire que sur ce champ de cette classe, en l'occurrence avec les limites de notre moteur actuellement, on ne va pas pouvoir apprendre quoi que ce soit. Donc, si au vu de la manière dont est codé le projet, on sait que le champ de la classe, par exemple, si c'est un fichier, et champ c'est une connexion JDBC, la connexion n'est pas ouverte et pourtant on essaye de l'utiliser, le moteur il ne va pas être capable de détecter ce genre de problème parce qu'en fait on ne va pas être capable de construire ce qui va se passer en mémoire au moment de l'exécution du programme. Donc en effet, les contraintes sur les champs de classe, on n'est pas capable de les prendre en compte. Mais ça, c'est une limitation de notre propre implémentation, parce que sur le principe, c'est également quelque chose qui pourrait être fait. Une autre idée pour le prochain slide? Non, bah là c'était la continuité, je ne vais pas rentrer. Donc au final, quand on parle d'analyse statique du code, oui, c'est sans exécuter le code, mais ce qu'on cherche à faire, c'est quelque chose d'encore plus puissant, c'est en exécutant symboliquement tous les chemins d'exécution possibles, et de préférence de manière interprocédurale. Ça, c'est la quête du Graal. Encore une question. Et aujourd'hui, si on regarde des méthodes, il y a toujours du parallélisme. Il y a toujours plusieurs threads qui s'exécutent. Au moins, c'est assez souvent. Ouais. Et par rapport aussi à l'explosion des combinaisons que tu as, si tu rajoutes des threads, ça va grandir très vite. Est-ce que vous avez une solution aussi par rapport à ça ou... Non, alors, bon, je ne sais pas si c'est précisément ta question, mais détecter les racing conditions, donc les problèmes potentiels de contention en parallélisant des exécutions, c'est également quelque chose qu'on ne fait pas. Mais potentiellement, via de l'analyse statique, c'est possible de le faire. Okay. Mais on ne le fait pas. Donc. On ne le fait pas, et d'ailleurs, via une approche exécution symbolique, je pense que ça demanderait de mettre en œuvre d'autres méthodologies. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses déjà sur le sujet. Est-ce que vous avez l'ambition de vouloir le faire? Moi j'ai l'impression que ça va amener encore plus de faux positifs. Enfin, ça va tirer. Alors, pas vraiment le déroulé des exécutions. Ça, c'est un autre sujet, le sujet des faux positifs. Typiquement, quand je disais, avec l'analyse statique de code, on peut détecter des code smell, des bugs et des vulnérabilités. Généralement, ce qu'on attend d'un moteur d'analyse de code, c'est que pour tout ce qui est code smell et bug, on s'attend à un taux de faux positifs qui soit le plus faible possible. On a horreur du bruit parce que si une issue sur deux, c'est finalement des faux positifs, on finit par remettre en cause toutes les issues qui sont trouvées, même si parmi elles, il y a des problèmes qui sont réellement à valeur. Donc, typiquement chez nous, ce qu'on essaie de faire, c'est code smell et bug, de tuer au maximum le bruit. Après, quand on parle des vulnérabilités, là, c'est une autre histoire, parce que quand on parle de vulnérabilité, on parle de gestion du risque, et là, on est prêt éventuellement à avoir beaucoup plus de faux positifs. Et de faire, d'y mettre l'effort d'investigation pour comprendre pourquoi il y a un faux positif. Sur les racing conditions, où est-ce qu'on est, je pense que ça serait balle au centre. Mais on ne s'est pas encore posé la question parce qu'on n'est pas capable de les détecter. Donc,
Ok. Ça, c'était pour l'analyse statique de code. Et ensuite, j'ai une petite partie. J'ai consommé combien de temps, hein? J'ai pas le temps. D'accord. Plutôt 1 heure. Ok. Ici, je crois que est-ce que vous faites des trade-offs pour des langages qui sont compilés en comparaison avec des langages qui ne sont pas compilés pour mettre plus d'efforts en détecter des choses pour les langages dynamiques qui ne sont pas compilés? Est-ce que vous faites ça? Car pour les langages qui sont compilés, le compilateur va détecter quelque chose qui sont plus difficiles à détecter avec l'analyse statique, mais qui seront détectés. Mais avec des langages qui ne sont pas compilés, peut-être... Typiquement, si on parle de JavaScript, avec l'exécution symbolique, il peut y avoir des contraintes qui sont des contraintes de typage des variables, et donc d'être capable de détecter, par exemple, on voit qu'une variable à un moment donné, c'est forcément un entier qui est stocké à l'intérieur, et puis ensuite on l'essaye de l'utiliser avec quelque chose qui n'est pas supposé prendre en entrée une variable. Donc on peut être capable de faire de l'inférence de type. Donc on en fait typiquement avec notre analyseur SonarJS. Après c'est limité au corps d'une méthode pour l'instant. Mais c'est le genre de choses qui peuvent venir vraiment en complément des compilateurs. Enfin d'ailleurs il n'y a pas de compilateur en JavaScript, mais qui peut combler le fait que justement il n'y ait pas de compilateur. Donc, je réponds à la question. Oui, mais j'ai voulu dire la différence entre l'analyse statique qui est faite dynamique dans IDE, ouais. par exemple, et l'analyse statique qui est faite comme un compilateur pour des langages. Je parle par exemple, de la complexité cyclomatique. Oui. On peut investir plusieurs ressources et accepter plus de mémoire qui est utilisée quand on utilise l'analyse statique comme un compilateur dans un build versus dans l'IDE. D'accord. Mais là, quand tu dis ça, tu fais l'hypothèse que forcément, pour charger l'ensemble du modèle en mémoire, il faut énormément de mémoire. Mais là, je vois typiquement tous nos analyseurs sont disponibles dans SonarLint, donc dans l'IDE, et il n'y a pas un overhead monstrueux quand on est limité à un fichier. Ça ne demande pas... oui, seulement pour un fichier, oui. Ouais. Oui. Mais... Et après, typiquement quand on parle de Java, ce qu'on fait, c'est qu'on combine l'analyse du code source et l'analyse du bytecode. C'est-à-dire que si on analyse le code source qui est en train d'être utilisé, rien ne nous empêche d'utiliser le bytecode des dépendances plutôt que d'ouvrir le code source de ces classes qui sont utilisées, quoi. Donc il y a des trade-offs qui sont trouvés comme ça. Ok. Et est-ce qu'il y a un système de cache pour éviter de reparcourir les trucs qui n'ont pas été modifiés? Non. Donc typiquement on modifie une partie du fichier. Actuellement on réanalyse l'ensemble. Alors excepté pour C# et VB.NET, parce que C# et VB.NET, on s'appuie là en l'occurrence sur le front-end de Microsoft qui s'appelle Roslyn, qui est intégré dans Visual Studio depuis 2015, et Roslyn est capable de faire de l'analyse incrémentale, donc on s'appuie là-dessus. Pour terminer cette présentation, puis avant de basculer sur le quiz, je voulais en profiter pour parler un petit peu de la manière dont nous, on a tendance à voir comment remédier au mieux la qualité du code, la manière de s'y prendre, la méthodologie. Alors avant de basculer, il y a une dernière question sur la liste de types de code. Ouais.
retour d'expérience, et on le dit tout à l'heure qu'on a pas mal de langage pour l'interprétation et l'exécution symbolique. Est-ce que vous avez envisagé à un moment donné en fait de dire pour tous les langages je génère un langage plus simple, on va dire à peu près Intermédiaire. voilà, intermédiaire, qui va me permettre de bénéficier en fait de cette analyse quelque chose Ouais. que vous envisagez Donc, historiquement, on a fait le choix de ne pas faire ça, donc de ne pas générer une représentation intermédiaire. Pourquoi? Parce que il y a quand même des variantes d'un langage à l'autre, et on ne se sentait pas à maturité pour définir cette représentation intermédiaire et avoir tous nos analyseurs qui génèrent cette représentation intermédiaire. On avait peur, et je pense que ça a été un bon choix à ce moment-là, de passer énormément de temps finalement à définir le contenu de cette représentation intermédiaire sans produire un quelconque résultat. Donc on a fait le choix historiquement d'avoir des analyseurs qui soient totalement autonomes, donc on partage juste la technologie de parsing, et après chaque analyseur vit sa vie. Ceci étant, quand on parle des détections des vulnérabilités, c'est justement quelque chose qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc de générer une représentation intermédiaire, mais adaptée à la détection des failles de sécurité. Et puis ensuite, on a un moteur commun qui sait comment travailler sur ces arbres d'appel. des analyses quand c'est coûteux, enfin complexe à mettre en œuvre, à vérifier. Tout à fait. Typiquement, en gros, jusqu'à l'analyse sémantique, ça se gère en fait. Après, l'exécution symbolique, actuellement, on réimplémente des concepts pour chaque analyseur de code. Donc là, en effet, il y a un coût, même si les concepts sont maîtrisés, c'est pas rien, même en termes de performance, faut être vigilant. Donc il y a des hotspots qui peuvent apparaître d'un moteur à l'autre. Ok, sur la gestion de la qualité du code. Je ne sais pas si vous partagez ce constat, mais et je ne sais pas si vous avez déjà ouvert et lancé SonarCube sur vos projets, mais généralement, la première réaction qu'on a, c'est celle-là. C'est quand on ouvre le livre, qu'on voit des milliers de problèmes, c'est extrêmement déprimant. On se dit, mais par où on va commencer? Est-ce qu'il faut que je commence par aller toquer à la porte de mon manager pour demander un budget pour remédier toute cette dette technique? Il y a un gros problème, c'est que même si on est tous d'accord sur le fait que le montant de dette technique est monstrueux et que ça impacte la maintenabilité, en attendant, si on commence à remédier la qualité et que ça génère des régressions fonctionnelles, à juste titre, les personnes business vont nous tomber dessus en disant mais j'ai rien demandé, et il y a des bugs qui apparaissent alors qu'il n'y a aucun changement fonctionnel qui est là. Et donc au final, c'est tout sauf marrant en fait. Et généralement quand c'est pas marrant, on n'a pas envie de le faire. Donc on part de ce constat-là. Vous le partagez, le constat? J'ai vu ce matin l'idée que les logiciels c'est comme la vaisselle en fait. On commence à les laver, ils sont propres que quand on arrête de les utiliser. Oui, c'est une bonne remarque, d'autant plus que quand on croit vraiment au concept de dette technique, en fait, avoir de la dette technique, c'est tout sauf un problème. D'ailleurs, il faut accepter d'avoir de la dette technique. Et donc, la vaisselle est toujours un petit peu sale. Tout le problème, c'est que ça ne soit pas trop sale, en fait. Et il faut gérer cette subtilité. Donc, les défis qui se posent à nous, c'est comment avoir ce feedback qui arrive beaucoup plus rapidement, comment éviter que les équipes de développement, donc nous, on évite de faire du pushback quand on voit toute cette dette technique devant nos yeux. Comment faire en sorte que, en fait, en tant qu'équipe de développement, on se sente totalement avoir la maîtrise sur ce process d'amélioration de la qualité et que ce ne soit pas une équipe tiers d'audit qualité qui se charge de ça. Comment faire en sorte que quand on passe d'un projet à l'autre, on n'ait pas à changer nos exigences. Par exemple, quand on parle de la partie couverture de code, suivant le point de départ, on va partir avec des projets qui sont à 20% de couverture de code, d'autres à 80% de couverture de code. Est-ce que ça veut dire que mes exigences,
il doit être adapté à chaque projet individuellement. Et puis, il y a un défi qui se pose et qui est important, c'est la notion de quality gate. C'est-à-dire que quand on parle de build, pour tout le monde, c'est évident, le build, c'est vert ou c'est rouge. Et quand c'est rouge, ben, on fixe. Quand on parle d'exigence qualité, on a rarement ce concept vert-rouge. C'est-à-dire que ben, c'est pas terrible. Et puis avant de faire une mise en prod, on se dit est-ce que le pas terrible il est bloquant, pas bloquant, ça donne lieu à des discussions sans fin. Ah, bref, de nouveau, c'est pas marrant, quoi. Donc là, on a la métaphore de la fuite d'eau. Donc pour nous, tout ça, c'est très similaire à une fuite d'eau, par exemple, dans votre salle de bain. Donc vous avez une fuite d'eau, il y a 10 cm d'eau au sol, qu'est-ce que vous faites? Donc 10 cm d'eau au sol, c'est le montant total de dette technique. Donc vous faites quoi quand vous avez une fuite d'eau chez vous? Je vais faire le combiné. Ah, on coupe l'arrivée d'eau. Et donc, ça me répond. On coupe l'arrivée d'eau, et finalement, parce qu'on coupe l'arrivée d'eau pour couper la fuite. D'accord? Donc on veut arrêter la fuite. Le plus important, c'est la fuite. Une fois que la fuite, elle est colmatée, donc généralement on coupe, on répare, on éponge tout ce qu'il y a au sol, et puis c'est réglé. Quand on parle du code source, pour vous, c'est quoi la fuite? La pièce, parce qu'il m'a rendu aux gens qui s'appelle la deadline, qui reviendra peut-être. Alors, si on reste au code source, c'est quoi la fuite? Donc c'est le nouveau code. C'est le nouveau code, et plus particulièrement, c'est les problèmes qualité sur le nouveau code. Ça, c'est la fuite. C'est pas plutôt l'eau, ça? Non, alors justement. Et l'eau qui est au sol, c'est tous les problèmes qualité sur l'ensemble du projet. Donc, inclus les problèmes qui ont été injectés il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Moi, je pensais que l'eau qui arrive, tu vois, c'est que je coupe, tu arrêtes de coder, en fait. Tu arrêtes de rajouter du nouveau code. Moi, je pensais que le nouveau code, c'était l'eau. Alors, l'idée, donc, en effet, couper l'eau, ça revient à dire on arrête les développements. D'accord? La métaphore, alors comme toute métaphore, il y a des limites, d'accord? Donc, l'objectif de la métaphore, c'est de dire, le plus important, c'est de colmater la fuite, qu'il n'y ait plus de fuite. C'est ça le plus important. Et la fuite, c'est les problèmes qualité dans le nouveau code. Donc ça, rien n'est plus important que d'avoir du nouveau code qui soit de qualité. Et après, le reste, on va en parler. Et le reste, il est simple, c'est quand on prend l'exemple de Google, alors je sais que Google n'est pas super représentatif de toutes les équipes de développement, mais prenons quand même l'exemple de Google. Chez Google, ils prétendent qu'il y a 20% du code source qui est mis à jour tous les ans. L'ensemble de leur code source. Il y a 20% qui bouge tous les ans. On applique la métaphore. On se dit, bon, bah, très bien. Nous, on se concentre sur le nouveau code. Sur le nouveau code, il doit être de qualité. Donc, je m'appelle Google. Je sais qu'à la fin de l'année, j'ai 20% de mon code qui est de qualité. L'année suivante, j'ai peut-être pas 40% du code qui est de qualité, mais j'en ai peut-être 30%. Il y a un overlap avec les années précédentes, etc. Mais en gros, avec cette approche, sans me soucier de l'existant, au bout d'un moment, de toute manière, je vais éponger toute la dette qui se trouve au sol. L'intérêt de cette approche-là, c'est que je ne vais toucher que du code qui vit. Donc comme je touche du code qui vit, je ne le touche que dans le cadre d'un changement fonctionnel qui est demandé. Donc typiquement le risque d'injection de remédiation, d'injection d'une régression fonctionnelle dont je parlais tout à l'heure, il est beaucoup plus limité parce que de toute manière c'est du code qu'on est en train de faire évoluer et sur lequel on s'attend à avoir une qualité qui soit optimale. Autre intérêt de cette approche-là, c'est que j'ai plus à aller frapper à la porte du manager. D'ailleurs c'est un peu compliqué parce que le manager ça fait 3 ans qu'il nous fait confiance et on va le trouver pour lui dire bah, maintenant tu vas remettre au pot, tu vas payer 4 mois d'investissement pour remédier
toute la merde qu'on a injectée là, durant les 4 années passées. Et même s'il vous fait confiance, il va dire mais qu'est-ce qui me garantit que dans 2 ans tu vas pas revenir quoi. Donc c'est cornélien comme truc. Donc l'idée c'est de pas avoir à faire ça. Donc de nouveau, on n'a pas besoin de discuter avec le manager, on va juste donner une contrainte sur le nouveau code, et sur ce nouveau code on va se dire niveau de qualité optimal. C'est comme les pancartes dans les toilettes, laisser le lieu plus propre que... Oui, voilà, ouais, l'approche Boy Scout, c'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. Donc avec ce nouveau paradigme, et si on parle de douane applicative, donc Quality Gate, par défaut, quand on utilise un produit comme SonarCube et SonarCloud, en gros, ce qu'on dit, c'est il n'y a pas de nouveau bug. Donc sur le nouveau code, il n'y a pas de nouveau bug. Sur le nouveau code, il n'y a pas de vulnérabilité. La couverture sur le nouveau code est supérieure à 80%. Et la dette technique, la densité de dette technique sur le nouveau code est inférieure à 5%. Donc ça mériterait une présentation pour qu'est-ce que veut dire densité de dette technique. Mais en gros, ensuite, on est capable de commencer à avoir des critères qui sont valables presque quelle que soit la nature, la typologie des projets. Alors, quand même, j'ai vu un cas, en fait, tout ça marche pas. Ouais. Typiquement, on a beaucoup de dette technique, et puis on met cette porte, on dit le nouveau code, Ouais. tout ça, et je tombe sur une méthode, je tombe sur une classe, son nom, il fait pas. Son nom, il est tout pourri, j'ai envie de changer de nom. Ouais. Je change son nom, c'est effectivement du nouveau code. Ouais. Et du coup, s'il n'y a pas de test sur cette méthode, ça va pas, il va falloir que j'écrive des tests. Donc, en fait, moi j'ai déjà vu une boîte où ils font, ils ne le font pas. Parce que si jamais ils changent pour le mieux, donc si jamais ils changent le nom de cette classe, ils se font pêcher là et ils sont obligés d'écrire du test et tu vois, prendre trop de temps. Alors, un truc qui prendrait 2 minutes, qui serait bénéfique, au final, pas le faire. Donc, alors, toute petite nuance, parce qu'en effet, clairement, il y a forcément des corner cases et des limites. Hein. Mais sur cet exemple précis, parce que SonarCube va fonctionner à la ligne, donc si juste le nom de la classe est renommé, il y a juste cette ligne et tous les endroits où on utilise le nom de cette classe, il y a juste ces lignes qui vont être considérées comme du nouveau code. Donc après, les cas aux limites, d'ailleurs sur lesquels on a travaillé, c'est que si on fait juste un bug fixe et qu'on modifie très peu de lignes de code, la notion de coverage en new code, elle devient plus tellement représentative, parce que justement, il y a tous ces cas aux limites qui vont faire que nous amener en fait à avoir des comportements qui ne sont pas rationnels. Mais dans ce cas-là, justement, maintenant dans les dernières versions de SonarCube, ça s'applique qu'à partir du moment où il y a un nombre de lignes de code minimum, parce qu'autrement, il y a les cas aux limites. Non, ça je ne le mets pas parce que je suis chez Octo. J'ai oublié la conclusion, mais c'est pas grave. Hop. Donc, en conclusion, c'était donc un moteur d'analyse de code, un moteur d'analyse statique de code. Vous pouvez désormais avoir des attentes sur sa capacité, en effet, à parcourir tous les chemins d'exécution possibles. Donc ça, c'était l'objectif de la première présentation. Et puis la deuxième partie, c'était plus sur ce changement de paradigme, sur la manière de remédier de la dette technique. Et ce changement de paradigme, il est au cœur désormais des produits SonarCube et SonarCloud. Donc dès qu'on analyse du code, sur le dashboard d'un projet, sur la homepage d'un projet, on voit apparaître cette période de fuite et il y a tous les critères qualité qui s'appliquent essentiellement à cette période de fuite. Prise en main de la dette technique par des équipes qui n'ont pas l'habitude en fait de gérer des techniques, des indicateurs, etc. Il y avait une ancienne fonctionnalité, malheureusement je suis avec une travail, il y avait la fonction hotspot. Et j'ai toujours pensé que la fonction hotspot, en fait, on ne peut pas la configurer genre j'ai envie de corriger ce qui est le plus complexe et le moins testé, voilà, de mettre plusieurs critères d'affilée pour guider un peu mes développeurs qui ont 5, 10, 15 BP qui maîtrisent déjà. Ouais.
Je sais pas ce que... Oui, alors, Dans cette approche, en fait, de gérer la technique et prioritairement parce qu'il y a... donc c'est volontaire de notre côté d'avoir réduit la voilure sur les fonctionnalités qui permettent de faire une analyse exhaustive du code en place. Et donc de pouvoir en effet détecter éventuellement les méthodes les plus complexes et les moins couvertes qui peuvent être des outils vraiment intéressants. Sauf qu'en fait, on a simplifié l'interface de SonarCube parce qu'on croit tellement en cette approche qu'on a voulu en fait amener les gens à presque les forcer en fait à rentrer dans ce modèle-là et à éviter justement ce qu'on pensait être un travers, c'est-à-dire qu'un tech lead ou un architecte qui a cette démarche-là, tout va bien, mais on pense que le développeur lambda, lui, il doit être, il a des besoins fonctionnels, il les développe. Dans le cadre de ce développement, il va écrire des tests unitaires, il ne doit pas péter le build, le code doit être de qualité, et l'ancien code qui a été écrit il y a 3 ans, bon an mal an qui fonctionne, s'il n'a pas besoin de le toucher, pourquoi est-ce qu'il ferait l'effort maintenant de toucher ce truc-là? Donc en fait, toutes les features qui s'adressent plus à des tech leads, à des architectes pour faire de l'audit finalement de l'ensemble d'un code source, en effet on a réduit la voilure. De la même manière qu'on a enlevé les DSM, donc on était capable de détecter les cycles et puis savoir exactement. Et ça, ouais. Pour les développeurs. Tout à fait. Et alors, sur la contribution, je le dis sur des projets perso, mais il y a quelque chose que moi je vois dans l'utilisation de Sonar et puis plein d'autres outils, c'est l'effet, je vais faire des commits en paquet pour passer une version, c'est-à-dire j'ai plusieurs développeurs qui committent en même temps, et Sonar, comme certains autres outils, en fait, font de l'analyse temporelle, c'est-à-dire quand je tape dans mon build ou avec Jenkins, je vais faire l'analyse, mais potentiellement je peux embarquer plusieurs commits. Et ça déresponsabilise entre guillemets, où on a du mal à synchroniser vraiment l'impact d'un commit sur la qualité. En fait. Je sais pas si vous avez... Si, mais donc la réponse qu'on a à ça, c'est on a tendance à penser que l'évolution nous amène à passer systématiquement par des outils de code review, donc des pull requests. Donc ce sur quoi on est en train de travailler, c'est l'analyse et la décoration automatique des pull requests. Donc typiquement SonarCloud, dont je n'aurai pas le temps de parler, mais SonarCloud c'est une offre as a service où on cible vraiment les utilisateurs GitHub, Bitbucket, VSCS, GitLab, des gens généralement qui utilisent comme ça nativement tout ce qui est pull request. Et avec SonarCloud, ça déclenche automatiquement les analyses des pull requests, ça vient décorer les pull requests pour que la personne qui soit en charge de faire le merge ait toutes les informations sur le build, informations de qualité, avant de merger. Donc c'est plutôt l'approche qu'on aurait tendance à recommander par rapport à ce problème-là. Mais sur l'open source, on a bien après dans les équipes. Oui, ouais. À passer du stade de une branche, ouais. Non, mais je comprends. Et puis après tout, avec des petites équipes de développement, ça peut très bien fonctionner, hein, de travailler tous sur le master. Ok. Bon, du coup, je sais pas si on a bien le temps. On a le temps. Donc là, c'est un petit quiz. Alors, je vais le relancer. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre vos téléphones. Hop, je me mets en grand écran. Vous prenez vos téléphones et vous vous connectez sur le site qui s'appelle kahoot.it. D'accord ? K-A-H-2-O-T.it. Et là, on va vous demander un numéro de code. Donc là, vous rentrez 727 197. On vous demande un nickname. Donc, comment ? Vous pouvez participer de manière anonyme, hein, si vous le souhaitez. Donc là, on va attendre, on va vous voir apparaître progressivement. Donc n'ayez crainte. Hein,
oui, il va y avoir un classement, mais il va y avoir juste le haut du panier, le top 3. On va pas voir les moins bons. Hein. Donc, lâchez-vous, inscrivez-vous. C'est filmé, hein. Et il y a une licence intelligente à gagner. Bon, est-ce qu'il y a une dernière personne qui est en cours d'inscription? D'accord. Oui, tant que Sonar Cloud a gagné. Yeah. Oui, on devrait peut-être y penser, remarque, ouais, pour analyser les projets privés sans avoir à payer. Oh, c'est une bonne remarque. Ok, on est tout. Dites-moi, on peut encore patienter 2 secondes. D'ailleurs, pour la remarque, il n'y a pas quelqu'un qui... Je gagne pas quelque chose. Certains ont eu peur quand même. Hein. Un user, ouais, il y a des gens qui sont anonymes là, mais bon, c'est pas grave. Alors, le principe va être simple et on va commencer par s'échauffer. Petit galop d'essai. Tu as une première question, juste pour que vous arriviez à comprendre le fonctionnement. Donc là, il y a une question qui est 2 plus 2, ça fait combien? Il y a 4 réponses possibles, ça fait 3, ça fait 4, ça fait 5, ça fait 0. Et vous avez juste à choisir la couleur qui correspond à la bonne réponse. Et pour chaque question, il va y avoir un temps limite pour répondre. Donc là, c'était 60 secondes. Et puis, j'ai le nombre de réponses qui sont données. Alors, je ne sais pas combien on avait d'inscrits, là. 20. Ok. Tout le monde a répondu? Donc, à la fin, une fois que les 60 secondes sont écoulées, c'est bien, il y a quelqu'un qui a de l'humour, là. On a les réponses comme ça qui s'affichent. Ok. Donc là, vous êtes prêts? On peut démarrer. Donc là, l'objectif, ça va être de vous allez vous mettre à la place d'un analyseur statique de code et vous devez trouver un problème. Donc, à vous de trouver le bon problème. C'est connecté à Sonar Cloud, c'est vrai. Donc, on a Jay, oui, puis à la fin de chaque question, il y a le classement qui est remis à jour. Donc là, on a le top 5 et pour l'instant, on a Jay qui est en tête. Ah oui, chose importante, le nombre de points dépend non seulement du fait que vous donnez la bonne réponse, mais de la vitesse à laquelle vous donnez la bonne réponse. Il faut trouver le bon. Donc là, la question c'est quelle est la valeur de retour? Donc on a une méthode Java qui prend d'entrée command. Il y a l'appel de méthode Q sur cette commande, mais sur cette commande on fait un to uppercase au préalable. Et puis on appelle cette méthode avec nul, process nul. Donc à la fin, est-ce qu'on s'attend à ce que cette méthode retourne OK, KO, compilation error ou KO OK? Non. Donc là, il faut aller vite là. Y a quelqu'un qui veut donner la... Ouais. Donc à partir du moment où il y a une exception, donc là il y a une null pointer qui va être lancé. Donc dans le catch on fait un return, mais à partir du moment où dans le finally on fait un return, il l'emporte sur ce qui est fait dans le catch. Donc en effet c'est... Et donc vous avez implémenté... C'est OK. Et là typiquement c'est un problème qui est détecté par l'analyseur. Ce que je vais faire, c'est, je vais peut-être pas, parce que là j'ai essayé de décrire le problème, mais je pense que je vous ai fait perdre du temps. Donc je vais rien dire. Je suis désolé, j'ai participé au fait que vous n'avez pas eu le temps nécessaire. Je ne dis plus rien. Ah, ASD en tête. Donc toujours sur la valeur de retour. Ok. Il y a 21 participants. Ah ouais.
Une bonne distribution des réponses là. On commence à répondre au hasard pour le Non, ouais, Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Qui donne la réponse? Donc d'ailleurs il y a quelqu'un qui a fait fuiter la réponse, je sais pas, c'est venu de là, le undefined. C'est la valeur de retour par défaut dans le JavaScript, non? Ouais, mais pourquoi? Ouais, donc en fait en JavaScript le point virgule est optionnel. S'il n'y a pas de point virgule et que le statement fait sens en soi, ben c'est comme s'il y avait ici un point virgule. Donc en fait c'est équivalent d'un return et là c'est du code mort. Donc ce qu'on attend de l'analyseur de code, c'est de détecter ici qu'en fait tout ça c'est du code mort, quoi. Et ça nous permet de comprendre que... Ok. Très bien. Un nouvelle personne en tête. C'est reparti. Donc là, c'est Java. « 60 secondes. Pas plus de temps. Ok, donc là il y a 4 personnes qui ont trouvé. Devox for Kid. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qui se passe ici, quel est le problème? La valeur de retour qui n'est pas utilisée, du coup. Ouais. Xavier est immutable, enfin le string est immutable, et donc on n'utilise pas le paramètre de retour. Donc c'est comme si ça n'existait pas, et puis ensuite... et donc là typiquement ce qu'on attend de l'analyseur de code, c'est de détecter qu'en fait on fait un appel à une fonction et qu'on n'utilise pas en effet le résultat. Ok, parfait, c'est parti. Ouah, nouvelle personne en tête, R. En avant. Ah oui, celui-là c'est... Je crois que j'ai donné... Ouais, mais ça a évolué depuis. On y va. On y croit. On y croit. Ok, donc là c'est bon, il y a une majorité de gens qui ont... Donc en effet c'est 65, j'ai oublié de mettre à jour là. Ok, pour 60, parce que j'ai oublié de mettre à jour le système. On retourne sur JavaScript, je suis désolé. Mais c'est un bon terrain de jeu, JavaScript. Donc la question c'est qu'est-ce que... Le alerte là, il va afficher quoi? 50, 40, 15? Aucune idée. L'image tu doutes? C'est plusieurs choses. Ah, faut écouter, il y a un principe qui a été énoncé. JavaScript, ça retourne toujours en define. A priori, ça s'applique. Ah oui, exact. Comme il n'était pas dedans. Quelqu'un veut expliquer? Ouais, c'est dans le scope de la fonction, le var il va être fixé pour la déclaration mais pas l'initialisation. Avant le alerte, il sera initialisé.
Ouais. Donc, ce ND-là, il fait référence à cette déclaration-là. Donc, à ce moment-là, en fait, la valeur est undefined et ça ne fait pas référence à ce qu'il y a au-dessus. Oui. Ok. C'est toujours le cas avec... Oui, alors, mais c'est pour ça que je l'ai reprécisé à l'oral, mais accordé, c'est misleading. Ouais. Je peux pas annuler la question. Po est en tête. C'est reparti. Donc là, lié à l'analyse sémantique. Ah oui, quel est le type de MyField? Bon, là, c'est binaire. Droite, gauche. Et là, c'est un peu soit on connaît la règle, soit on ne la connaît pas. En plus, c'est blue green et là c'est du rouge et du blanc. Oui, alors, ouais, c'est vrai. C'est tapé quelle couleur là? Ouais. Ouais. Donc là, en effet, c'est juste, ça fait partie des règles sémantiques en Java. Donc là, c'est fait référence à la inner class. Ok. User en tête, ça change à chaque fois. Là, c'est bon, il y a un design. Il y a un design. Moi, c'est pas return, c'est qu'est-ce qui est... Là, c'est clairement la réponse du Donc là, cette fois-ci, c'était not a number. Donc en effet, on appelle multiply avec 42. C'est pas parce que ce premier paramètre a une valeur par défaut que 42. Enfin, disons que la valeur 42, c'est le paramètre A, donc le paramètre B n'a aucune valeur. Donc quand on va essayer de multiplier A par B, on va obtenir ce not a number. Et là, ce que doit détecter l'analyseur de code, c'est un anti-pattern en fait, de définir une valeur par défaut pour le premier paramètre et pas pour les paramètres suivants, parce que ça amène à des code smells comme ça, quoi. Ok. Oups. Ah. Tentative de passe oui, passe traverso. Non, on va passer celui-là. Hop, je passe. Personne n'a répondu. Oups, c'est toujours en tête. Bien vu. Donc là, on va basculer sur des vulnérabilités. Sujet lié à la vulnérabilité. Quel est le problème ici avec ce bout de code? Le problème, c'est qu'on n'a pas de strike trace, qu'on utilise le mauvais output stream, on n'a pas de message d'erreur, pas de contexte, mauvais flux de sortie. Ouais. Donc là, le problème... Allez, désolé, mais j'ai parlé. Le problème ici, c'est qu'en effet, bon, on écrit dans le flux de sortie stdr là, donc bad output stream, et puis bah oui, on donne aucun contexte. Donc là, si jamais on a le problème en production, bah, on n'a aucune information sur la nature éventuelle de la commande qui nous a amené à rencontrer ce problème. Donc la seule solution qui s'offre à nous, patcher, redéployer en production, attendre que le problème se reproduise et puis donc attendre qu'un nouveau client soit impacté. Oui, accordé. Ah, il y a toi. C'est qui toi? Donc lequel oui. Laquelle de ces expressions n'est pas une faille de sécurité définie?
ouais, selon OS, si tu veux. Ouais. Bien. Donc, code injection, c'est via un paramètre HTTP, par exemple, on injecte un bout de JavaScript qui va être exécuté, donc code injection. XPath injection, on injecte un bout de code qui va être utilisé à l'intérieur d'une expression XPath. LDAP, on injecte quelque chose qui va être utilisé pour construire une requête LDAP. Dans tous ces cas-là, on injecte quelque chose, mais input injection, on le trouve nulle part. C'est pas un concept qui a pignon sur rue. Donc bien, oups est toujours en tête. Donc là, on arrive sur la fin, là. 12e question sur 14. Alors de nouveau, laquelle n'est pas une faille de sécurité définie. Les deux derniers, 20. Tac. Donc en effet, code traversal. Donc pass traversal, c'est l'exemple de Oops là, qui injecte en paramètre une valeur où il essaye de voir si il peut naviguer dans le système de fichiers. SQL injection, donc un paramètre qui est utilisé pour construire une requête SQL. Cross-site scripting, du code qui va être exécuté sur le navigateur d'un utilisateur, et code traversal, ça n'existe pas. Oups est toujours en tête, donc là ça va jouer sur la dernière question avec user. Ah non, c'est avant-dernière. Quel est le type de vulnérabilité ici? Pass traversal là, super. Il y a quelqu'un qui veut expliquer rapidement? C'est juste que le dollar username, c'est une valeur qui vient du web, donc on peut mettre n'importe quoi. On peut mettre le point de point exactement, mais on est exactement dans le cas là. Donc en effet, on récupère le paramètre HTTP user, on le stocke dans username. À partir de là, on construit un chemin. On utilise ce chemin pour inclure un fichier, et donc on est capable de, on a la main sur le fichier qu'on a envie d'inclure, donc potentiellement on peut exploiter une vulnérabilité. Alors justement, on y vient. C'est la dernière question, elle va être là-dessus, je pense. Oula, oups, il a eu un coup de chaud là. NLR3 en tête. Donc là, c'est la dernière. Potentiellement. Les 4 derniers. Choisissez une couleur. Passe. Donc en effet, la réponse avait été donnée. Donc, pourquoi ici on a du cross-site scripting? On peut injecter du code JavaScript dans la base de données et après se mettre dans
Alors, justement. Donc là, on récupère le paramètre HTTP comment. Donc en effet, n'importe quoi peut être injecté dans le comment. Ensuite, on a une requête SQL. Pour construire cette requête SQL, on utilise un prepared statement. Donc, comme on utilise un prepared statement, on est prémuni d'une injection SQL. C'est-à-dire que, ouais. Donc en fait, ah oui. On peut injecter de code JavaScript. Ok. Donc, bonne remarque. Donc, en base, on va bien injecter ce qui a été fourni par l'utilisateur, qui est potentiellement du code. Ceci étant, ce qu'on affiche ici, c'est pas ce qu'on a stocké en base, c'est directement le résultat du paramètre HTTP. Mais en effet, si j'avais complexifié l'exemple en faisant une nouvelle requête pour aller choper la valeur qu'on venait de sauver en base et la restituer, on aurait eu un cross-up scripting. Donc oui, tu as raison. Non seulement on stocke en base quelque chose qui n'a pas été anonymisé, sannétisé, pardon, mais en plus on l'affiche au niveau du navigateur. Ok, donc là le résultat, donc je suis désolé parce que c'est le moment où je réalise que j'ai oublié d'emmener des t-shirts, donc j'ai rien à faire gagner. Mais ceci étant, André, alors d'accord, donc qui est André? Bien joué. Donc tu m'envoies. Non mais ouais, j'allais dire tu m'envoies quand même ton adresse et puis ton adresse et la taille de tes t-shirts et puis on s'envoie ça quoi. Donc André en tête, NLR3. Ah bien joué, presque. Une casquette. Ah une casquette c'est jouable. Ouais ok, casquette. Et R qui est bien joué. T-shirt c'est bien ouais. Troisième plein. T-shirt. Ok. Donc ben voilà. On est fini cette petite présentation. Merci. C'est du crowdsourcing, on a analysé le code de qui là le code privé. Le code de personne. C'est ça. Non, vous n'êtes pas rémunéré pour. Merci encore. Merci à tous. Avant que vous partiez, je vais vous dire qu'il y a un petit apéro qui va être servi ici, avec quelques bières, quelques chips, donc si vous voulez continuer à discuter, poser quelques questions après-midi, n'hésitez pas à rester. Aussi, j'en profite pour vous dire qu'on n'a pas encore de session pour le mois prochain, c'est en cours, mais si vous voulez présenter quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. La même chose, si vous avez un sujet que vous voulez voir, jouer au Juggle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je ferai en sorte de trouver le bon speaker pour que ça se passe. Voilà, encore merci Freddy. Merci à toi. Bonne soirée. Bravo.